Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les ondes sismiques. Et dans la foulée des vidéos précédentes, nous allons poursuivre avec nos simulations de propagation de ces ondes sismiques. Et pour cela, nous allons continuer à utiliser ce programme Python qui est sur mon compte GitHub. Dans la vidéo précédente sur la réfraction, on avait utilisé des sources linéaires d'ondes. Bien rectilignes, bien lisses, bien propres. Déjà parce que c'est comme cela que l'on explique le mieux les lois de Snell-Descartes et parce qu'à l'échelle microscopique, on peut toujours se ramener à des ondes linéaires. Mais dans la pratique, nous avons surtout affaire à des sources ponctuelles. Un séisme, c'est une rupture en un point, puis cette rupture, elle se propage en plusieurs points de rupture sur les plans de faille. Et là, les choses se compliquent. Déjà parce que, pour une source ponctuelle, les rayons partent dans toutes les directions, et parce que cela va créer plein d'interférences, et aussi parce que ces sources, elles ne sont pas synchrones entre elles, elles ne sont pas cohérentes, et nous avons plein de décalages de phase. À ces premières difficultés originelles vient s'ajouter le fait que le sous-sol est par nature très hétérogène, avec une géométrie compliquée, et les ondes sismiques, elles vont traverser des roches de nature très différentes. Ces milieux sont séparés par des interfaces, et il va donc se produire plein de réflexions et de réfractions dans tous les sens, et qu'il va falloir décrypter pour comprendre les choses. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas travailler avec des sources linéaires, je ne vais travailler qu'avec des sources ponctuelles, et je vais oublier les lois de Snell-Descartes. Je vais commencer par un premier cas théorique. Très simple. C'est celui d'une rangée de sources ponctuelles cohérentes entre elles. C'est un plan de rupture de 4 km de longueur, horizontale ici, et je vais générer des ondes de 10 kHz de fréquence et elles se propagent dans un milieu isotrope et homogène, à 6000 mètres par seconde. Et ici, je vais prévoir une quarantaine de sources ponctuelles alignées sur mon plan de faille. Et là, j'ai quelque chose de remarquable qui se produit. L'ensemble de ces sources ponctuelles me produisent des ondes linéaires. Et cela par le jeu des interférences constructives et destructives. Et si j'avais inséré une infinité de sources ponctuelles, alors je me serais retrouvé avec des ondes parfaitement linéaires. Ces interférences, je peux les visualiser si je demande à mon programme de le faire. Et je vois que ces sources ponctuelles me produisent un enchevêtrement de raies qui se croisent et s'entrecroisent dans tous les sens. Mais de ce désordre émerge une nouvelle structure avec des fronts d'ondes rectilignes. Et les ondes linéaires, on le sait, c'est beaucoup plus simple à traiter, puisque l'on peut faire comme si chaque point de l'espace était traversé par une seule onde, provenant d'un seul point, projetée à angle droit sur la source linéaire. Mais en fait, tout cela, c'est un artifice, c'est une illusion. Et la vibration ressentie en un point, c'est la somme de toutes ces petites vibrations produites par chacune de ces toutes petites sources ponctuelles. Et à un instant donné, quand nous sommes dans une zone blanche, eh bien toutes ces sources ponctuelles produisent des vibrations qui s'annihilent entre elles, ce sont des interférences destructives. Et quand nous sommes sur des bandes colorées, rouges ou bleues, eh bien c'est parce que toutes ces sources ponctuelles produisent là des vibrations qui s'additionnent les unes aux autres. Et cela produit des interférences constructives. Alors évidemment, pour produire cela, il faut un ordinateur. C'est impraticable à la main. Et c'est beaucoup plus facile de travailler avec des sources linéaires, avec des rayons bien droits, qui ne se recoupent plus dans un bordel innommable. Mais c'est trompeur. Cela donne l'illusion d'une entité supérieure, d'un dieu géomètre, capable d'ordonner les choses et de tracer à angle droit des rayons rectilignes comme cela. En fait, non. C'est à partir d'un désordre sans nom que se crée une harmonie à l'échelle supérieure. Et il suffit que j'enlève quelques sources ponctuelles, là ou là, pour que ces ondes linéaires, elles perdent leur linéarité et pour qu'elles deviennent difformes. Déjà pour les anciens égyptiens, les ondes ce sont des rayons bien distincts, bien séparés. Et voyez sur cette ancienne stèle funéraire, les rayons du soleil sont représentés par des petits corpuscules colorés en forme de fleurs. Ces rayons bien distincts nous donnent l'illusion que les ondes, cela pourrait être des petites particules qui se propagent en ligne droite. Et là, on rejoint un très vieux débat sur la nature des ondes. Et c'est un débat qui a débouché sur l'expression d'un grand principe de la physique, qui est la dualité onde-corpuscule suite aux travaux d'Einstein et de De Broglie au début du XXe siècle. Ainsi, les entités que nous appelons corpuscules, elles n'existent pas sans cette multitude de petites mains, de petites sources ponctuelles qui sont derrière elles. Et ce sont les interférences constructives de toutes ces petites sources ponctuelles qui nous donnent l'illusion de corpuscules et qui nous semblent être des objets bien réels, définis par une position, une vitesse et une trajectoire bien déterminées. Bon. Maintenant, passons au phénomène de réflexion et de réfraction, avec l'aide de toutes ces petites sources ponctuelles. Alors pourquoi faire cela? Eh bien, cela va nous permettre de travailler avec des géométries plus compliquées pour les interfaces. Et comment faire? Eh bien, nous allons utiliser un autre grand principe de la physique des ondes, c'est le principe de Huygens. Alors commençons par la présentation. Qui était Christian Huygens? Eh bien, c'est un des grands noms de la science au XVIIe siècle. C'est un mathématicien, astronome et physicien originaire des Pays-Bas. Et il est venu travailler en France à l'occasion de la création de l'Académie royale des sciences par Colbert en 1666, et c'est en France qu'il a formulé ce fameux principe.
Alors un principe, c'est une affirmation qui n'est pas démontrable, mais qui est en accord avec toutes les observations scientifiques que l'on peut faire, et à partir duquel on peut échafauder d'autres théories. Et on accepte ce principe tant qu'il n'a pas été contredit par l'expérience. Et le principe de Huygens, de prime abord, il est un peu mystérieux, et l'on l'utilise surtout pour expliquer la diffraction. Alors que dit ce principe? Eh bien c'est très simple. Tout point atteint par une onde se comporte lui-même comme une source ponctuelle. Bon, pourquoi pas, mais est-ce que cela marche? Eh bien faisons une petite simulation. Ici, je crée des rangées de sources ponctuelles au fur et à mesure que l'onde progresse vers le bas. Et cela à chaque fois que l'on a avancé d'une longueur d'onde. Ce n'est donc pas du Huygens intégral, car cela demanderait un temps de calcul énorme, mais cela illustre bien la chose. Il se crée des interférences constructives au fur et à mesure de l'avancement de l'onde. Et à l'arrière, les interférences destructives effacent toute trace de passage de l'onde. C'est le crime parfait. Bien, voilà. Mais à ce stade, avouons que ce principe nous est pas très utile pour simuler la propagation d'une onde dans un milieu isotrope et homogène. Et ce principe, on va surtout l'utiliser pour modéliser des réflexions et des réfractions sur des géométries compliquées. L'algorithme, il va être très simple. À chaque fois que l'onde incidente atteint une interface en un point donné, on va créer une source ponctuelle, secondaire, avec les mêmes caractéristiques de fréquence que l'onde incidente. Ainsi, si on veut simuler une onde de réflexion, on crée une source ponctuelle qui va émettre des ondes avec la même vitesse de propagation que l'onde incidente. Et si on veut simuler une onde de réfraction, on va créer une source ponctuelle qui va émettre des ondes avec une vitesse de propagation qui est celle du milieu sous-jacent. Bien, maintenant passons aux applications pratiques, avec des simulations de propagation d'ondes réfléchies et d'ondes réfractées à partir d'une seule source ponctuelle, telles qu'elles sont calculées par notre programme. Je commence par une interface plane, mais je la fais légèrement inclinée vers la droite. Ici, l'onde incidente, ainsi que l'onde réfléchie, a toujours une fréquence de 10 Hz et une vitesse de 6000 mètres par seconde. Et pour l'onde réfractée, j'ai choisi une vitesse de 10 000 mètres par seconde. Ici, je ne représente que l'onde incidente et l'onde réfractée. Et là, on ne visualise que l'onde réfléchie et l'onde réfractée. Dans cet exemple, je passe d'un milieu mou à un milieu dur, c'est-à-dire d'un milieu à vitesse lente à un milieu à vitesse rapide. Rappelons que période et fréquence ne changent pas. Ce qui va changer, ce sont les longueurs d'onde. Et voyez, ici, les longueurs d'onde, elles sont plus petites dans le milieu mou et elles sont plus grandes dans le milieu dur. Et pour de telles vitesses, l'angle de réfraction critique est de 37 degrés. Alors les ondes circulaires produites par les sources ponctuelles secondaires, on va les appeler des ondelets ou des wavelets en anglais. Les petits cercles rouges, ce sont les fronts d'onde des ondes réfractées. Et les petits cercles en vert, ce sont les fronts d'onde des ondes réfléchies. Et les petits cercles en bleu, ce sont les fronts d'onde des ondes incidentes. Pour les ondes réfléchies, la réunion de tous ces fronts d'onde nous forme une zone de tangence correspondant au front d'onde de la nouvelle onde créée par interférence constructive de toutes ces ondelettes. Ainsi, pour l'onde réfléchie, le front d'onde est l'image par réflexion du front d'onde de l'onde incidente par rapport à l'interface, et les normales en différents points de ce front d'onde nous donnent les directions des raies réfléchies. Et là, on retrouve la loi de Snell-Descartes concernant la réflexion avec égalité de l'angle incident et de l'angle de réflexion. Pour les ondes réfractées, le front d'onde est courbe, et c'est un arc de cercle. Et comme on passe d'un milieu mou à un milieu dur, les ondes réfractées ont tendance à être déviées dans une direction proche de celle de l'interface. Et pour toutes les ondes incidentes ayant un angle d'incidence égal à 37 degrés, ici, nous avons une réfraction critique, avec des ondes réfractées se déplaçant le long de l'interface, c'est-à-dire avec un angle de réfraction de 90 degrés. Cela est bien visible quand on voit les petits cercles rouges tangents à angle droit au niveau de l'interface. Ces petits cercles rouges dépassent les petits cercles verts, ce qui montre bien ici que les ondes réfractées se déplacent plus vite que les ondes réfléchies. Rappelons aussi que pour toutes les ondes incidentes ayant un angle d'incidence supérieur à l'angle critique, nous avons une réflexion totale. Nous ne pouvons pas avoir de réfraction, et voyez ici, les petits cercles rouges ne présentent plus de zone de tangence. Et là, ces ondelettes me produisent des interférences destructives et on n'a plus d'ondes réfractées. Enfin, pour terminer avec ce premier exemple, j'affiche ici la simulation avec toutes les ondes qui se superposent. Ondes incidentes, ondes de réflexion et ondes de réfraction. Et voilà ce que cela me donne si on considère un flux d'ondes incidentes en régime permanent, milieu mou, milieu dur, petite longueur d'onde, grande longueur d'onde. Ici, les sources ponctuelles secondaires placées sur l'interface par application du principe de Huygens. Ici, les ondes réfléchies, là, les ondes réfractées. Et enfin, ici, réfraction critique avec angle de réfraction égal à 90 degrés. Bon,
Ok, maintenant regardons ce que cela donne si j'augmente la vitesse de réfraction. Ici, je prends une vitesse de 15 km par seconde au lieu de 10 km par seconde. L'angle critique est maintenant de 23,6 degrés au lieu de 39 degrés. Cela me change quoi? Eh bien, je réduis la portion des ondes incidentes qui peuvent franchir l'interface. Cela veut dire que je réduis la portion des ondes qui vont être réfractées. En même temps, plus j'augmente la vitesse de réfraction par rapport à la vitesse initiale, plus mes rayons réfractés seront déviés, et certains seront déviés dans une direction proche de l'interface. Et plus j'obtiens un front d'onde pour l'onde réfractée qui se rapproche de la forme d'un demi-cercle. Juste à titre d'illustration, je prends ici une vitesse de réfraction de 40 km par seconde. C'est une valeur extrême, que l'on n'a pas dans le globe terrestre. Et voyez, le front d'onde de mes ondes réfractées, c'est un demi-cercle. L'angle critique est de 8,5 degrés, et seule une petite partie des ondes incidentes peuvent traverser l'interface et être réfractées. La plus grande partie des ondes incidentes sera réfléchie. Regardons maintenant qu'est-ce qui se passe quand je passe d'un milieu dur à un milieu mou. Et là, les choses s'inversent. Mes ondes incidentes, elles arrivent avec une vitesse de 10 km par seconde et mes ondes de réfraction se propagent maintenant avec une vitesse de 6 km par seconde. Ici, les ondes réfractées ont un front d'onde plus ramassé et plus proche de l'interface. Passons maintenant à des géométries plus compliquées. Par exemple, cette interface sous forme de lignes brisées. Et là, les choses se compliquent. Dans cet exemple, nous avons cette fois deux pôles de réflexion et deux pôles de réfraction. Et il va se créer des interférences constructives entre ces deux pôles. Et cela peut donner lieu à des effets de site. Et là, un dernier exemple, avec une interface de forme encore plus compliquée, et la vitesse des ondes incidentes est toujours de 6 km par seconde, mais la vitesse des ondes réfractées est de 6,5 km par seconde. L'angle critique est de seulement 67 degrés. Ce qui signifie qu'il faut s'attendre à beaucoup de rayons qui seront réfractés avec un angle de réfraction peu différent de l'angle incident. Et peu de rayons incidents seront réfléchis. Revenons maintenant à une vitesse de réfraction de 10 km par seconde. Et là, c'est le contraire. Moins de réfraction, plus de réflexion, qui vont nous revenir comme un boomerang à la surface. Et une telle situation, c'est plus dangereux, car on aura des effets de site plus importants dans certains endroits. Voilà, je termine cette vidéo là-dessus. Il existe beaucoup de codes différents pour modéliser la propagation des ondes sismiques avec des algorithmes et une physique bien plus complexe. Mais l'intérêt de ce code, c'est qu'il est relativement simple et il est capable de traiter des géométries compliquées par application du principe de Huygens. En plus, c'est un code accessible pour un étudiant dès la 3e année de licence ou la 1re année de master en sciences de la Terre. Voilà, c'est fini pour les réflexions et les réfractions avec ce code de calcul. Et pour la prochaine fois, nous reviendrons à une application pure et dure des lois de Snell-Descartes avec un autre code de calcul. À bientôt!